Je pense que maintenant Jean-Michel va nous dire un tout petit mot sur la Maison Marie-Galène qui est partenaire donc en général de ces journées de discussion entre patients, cliniciens et chercheurs. Voilà, Jean-Michel, je te laisse la parole pour nous Oui, expliquer rapidement exactement. Oui. ce qui est fait. Donc, on avait prévu là, dans ce programme de faire intervenir Madame Rusticelli. Vous m'entendez là? Oui. Pour présenter la maison Marie-Galène qui dirige. Donc, malheureusement, elle n'a pas pu se libérer là, pour souci familial. Donc, je vais rapidement faire une petite présentation parce que c'est une maison de santé à qui on travaille, nous, en tant qu'association de patients. Je vais juste partager donc, euh, voilà, leur site pour que vous ayez une idée un peu de l'établissement. Donc, c'est un établissement, je veux dire, une structure associative hein, qui s'appelait avant la maison des Dames du Calvaire, je crois, la maison de santé des Dames du Calvaire. Vous voyez un peu sa structure et en fait son offre de soins. Hein, Je voilà. ne sais pas si Jean-Michel, tu on voulais peut. partager, mais là, on a Attends. ton écran. Ça marche pas? Non. C'est bon là, vous voyez? Non, mais bon, c'est. Euh, Ouais. Ah Là, voilà, c'est c'est bon, bon? c'est bon, c'est bon. Ah, oh, C'est voilà, bon, ouais. j'avais oublié un clic. Et oui, oui, donc c'est une maison de santé qui est à Bordeaux. Vous voyez ici son offre. Donc, elle a un pôle de soins de SSR, quoi, de suite soins de suite et de réadaptation. Et parmi ce pôle de soins de suite et de réadaptation, elle a une unité dédiée aux patients atteints de tumeurs cérébrales. Donc, c'est pour ça que on travaille avec cette maison. Elle est également équipée d'un pôle de soins palliatifs de 15 lits et donc d'un département de formation voilà, qui s'appelle le défi. Donc voilà, en fait, nous, on travaille avec eux, comme je l'ai précisé hein, lorsque j'ai présenté la RTC Bordeaux. On a par exemple, ça fait partie de la mission de la RTC. Hein. Donc on a par exemple équipé la maison, enfin la salle des familles. Voilà, on a en fait subventionné l'équipement et on a participé, on a été, je crois, le deuxième donateur à ce projet donc d'approche thérapeutique un peu spécifique, mais très très intéressant autour d'un jardin d'essence, donc qui avait pour but donc de réveiller un peu les sens, les cinq sens. Dans un espace, voilà, dans leur jardin en fait de la maison, réveiller les sens des patients qui sont un petit peu, dire, voilà, dire, qui sont atteints de ces maladies. Et on a fait l'inauguration il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc voilà, je voulais juste présenter donc cette maison qui est dirigée dynamiquement par Madame Rusticelli, qui a toujours des projets et qui souvent fait appel à la RTC pour justement pour, euh, pour des, pour des projets qui visent à améliorer voilà, les conditions des malades, notamment atteints des tumeurs cérébrales. Voilà. Ben, donc vous avez en fait ici, vous avez ici donc le lien, l'URL du site, mais je crois que Nathalie, je crois qu'on va intégrer, il nous avait confié en fait une présentation PowerPoint, on va intégrer cette présentation PowerPoint à la vidéo, je crois que ce qui était prévu. Voilà, c'était l'idée, oui, tout à fait. Voilà, Merci donc Thomas, Jean-Michel. ouais, Thomas, on passe à une phase donc de questions. De Euh, questions. Donc euh, voilà, ouais. c'est vrai que les gens partent petit à petit. C'est toujours compliqué de maintenir les gens pendant 3 heures. Je voulais savoir si dans les personnes qui étaient encore présentes, est-ce qu'il y avait des questions qui pouvaient être posées directement aux quelques intervenants qui restent encore et sinon, en fait, on avait des questions qui ont été posées par email et je pourrais les poser. Alors, je pense que ça concernera plutôt Charlotte et les cliniciens.
Donc, on va Ouais. peut-être commencer. Voilà. Charlotte, est-ce que tu es toujours là? Oui. Oui. Alors, j'avais une question, deux questions même de Monsieur Bourri qui me Oui. demandait, donc, est-ce qu'il y a des contextes déclencheurs de ces tumeurs? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on nous demande assez souvent. J'imagine qu'à toi, on le demande encore plus. Des facteurs qui Oui. prédisposent, et notamment, en fait, il se demande par rapport aux transmissions héréditaires, parce que personnellement, il a été touché doublement dans Mm. sa famille. Sa mère et son frère ont développé donc, ce type de tumeur. Oui, alors Oui. ça, on peut répondre, on peut et on ne peut pas répondre, hein. C'est-à-dire qu'on sait actuellement que les tumeurs résultent d'une accumulation de problèmes, en fait, hein, de mutations génétiques qui s'accumulent et qui, au bout d'un moment, font des cellules qui se divisent de manière incontrôlée. Alors, en principe, tout le monde fait des mutations comme ça dans certaines de ces cellules et le système immunitaire les détecte et normalement les détruit. Et donc, le fait que ce soit dans le cerveau, il y a déjà moins de cellules immunitaires. Probablement que ces cellules-là sont passées à l'as, n'ont pas été dépistées à temps par la régulation du système immunitaire. Et puis, donc, c'est à partir de là que se développent les tumeurs. Ça, c'est un peu la base pour tout le monde. Après, les problèmes un peu familiaux, génétiques, et finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a probablement, dans les familles de patients qui ont des tumeurs, une petite difficulté à réguler les cellules tumorales ou alors une petite facilité à faire des mutations de manière un peu voilà, endogène dans son corps. Et du coup, on fait plus de tumeurs de manière un peu statistique, puisqu'il y a soit plus de mutations dans les cellules liées à voilà, des facteurs génétiques, soit une régulation derrière, lorsque les cellules sont anormales qui sont moins vues par le système immunitaire. Donc les deux sont possibles. Après, de savoir pourquoi est-ce que un patient va faire à ce moment-là une tumeur, on n'a pas vraiment la réponse. Actuellement, on fait une étude clinique un petit peu pour voir si le stress dont on parle voilà, dans le cancer du sein et tout ça aurait un intérêt, un impact. On ne pense pas trop, mais enfin bon, il n'y a pas vraiment d'études pour savoir d'où viennent ces mutations, quoi. Ce serait un peu le hasard. Sur Bordeaux, je sais que ouais, pardon, en épidémio, il y a Isabelle Baldi notamment qui étudie l'impact des pesticides sur la formation des tumeurs cérébrales. Et a priori, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y aurait une corrélation positive, notamment chez les agriculteurs. Oui, alors il y a des choses qui sont un peu plus dans l'environnement, tu veux dire. Alors effectivement, dans l'environnement, il y a des Mm. choses qui favorisent un petit peu les mutations, les pesticides. Il me semblait que c'était pas encore vraiment certain là, sur les méta-analyses et tout ça, mais peut-être que j'ai pas vu les derniers Andreas? résultats. Et puis il y avait également Oui, elle a fait des travaux, oui, elle a fait des travaux assez anciens déjà, qui montrent un lien maintenant, évidemment, effet cause à effet, est moyennement clair encore. Donc, je pense qu'il faut attendre, parce que c'est chaque fois la même chose. On fait des études épidémiologiques. Les épidémiologiques, donc, il y a une condition qui arrive et on lit cela à la biologie. Et le problème, c'est qu'évidemment, il faut prouver qu'il y a un vrai lien structurel entre les deux. Et c'est ça un peu le problème, quoi. Parce qu'il y a certaines prédictions épidémiologiques, évidemment, qui sont justes et qui montrent les choses, mais il y en a d'autres où c'est absolument, où c'est un peu faible. Et donc là, avec le lien avec les pesticides, c'est encore, je pense, encore à renforcer avec des études. Alors, oui, je voulais préciser que la RTC, en fait, finançait une étude épidémiologique sur les tumeurs cérébrales menée par Luc Baucher de Montpellier, une étude nationale. Je crois qu'il a publié une première partie des résultats, mais mais je crois qu'il continue son étude. Voilà, donc c'était juste pour préciser que la RTC aussi participait à cette recherche de. D'accord. Ouais. Charlotte, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais j'ai vu que Charles voulait le dire aussi. Ah, Et Une autre chose connue, c'est qu'après les rayons à long terme, mais bon, les rayons sont nécessaires bien sûr pour le traitement, hein, mais bon, eh bien, effectivement, ça favoriserait à long terme l'apparition d'autres tumeurs.
Donc, oui, non, D'accord. juste en tant que radiothérapeute, effectivement, il y a ce Voilà. facteur favorisant sur les tumeurs cérébrales chez les patients qui ont été irradiés étant jeunes, type méduloblastome et toutes ces pathologies. Après, juste dans les histoires familiales avec des frères et sœurs qui sont malades, en fait, il y a la combinaison probablement de facteurs génétiques qui sont rarement retrouvés quand on les recherche. Et il y a aussi le fait que justement au niveau environnemental, c'est des gens qui ont été élevés jeunes au même endroit avec les mêmes expositions aux toxiques. Et donc tout ça, ça complique quand même l'analyse. On peut avoir des gens qui ont vécu dans un milieu plein effectivement, de pesticides quand ils étaient jeunes. Et on sait que le D'accord. facteur jeunesse, ça marche pour les rayons, mais ça doit marcher aussi surtout pour tout ce qui est endocrinien. Et donc, c'est des choses qui sont très dures à retrouver dans le passé. Et en plus, le niveau d'exposition, c'est difficile à savoir. Donc, en fait, il y a de la génétique, Oui. il y a de l'environnement et ça remonte souvent à longtemps. Donc, quand il y a des frères et sœurs, ça arrive. Quand ça arrive en clinique, comme ça, on essaie d'orienter. Mais en fait, souvent, génétiquement, on ne retrouve rien. Et je pense qu'il y a les deux choses s'en mêlent et rendent vraiment l'identification des causes complexes. D'accord, merci. C'est quand même une question, oui, c'est la première question qui bien sûr, qui vient aux patients et aux C'est le familles. pourquoi. Ben voilà, pourquoi j'ai été touché. Donc ça, c'est quand même très important. Qui dans cette pathologie, juste pour reprendre l'étude, bon, on n'est pas sur les cancers cérébraux, mais pour comprendre comment ça fonctionne au niveau de la recherche, l'étude REALISA dont je vous ai parlé, ça reprend vraiment un nombre de questions assez incroyable déjà à T0 au moment du diagnostic pour reprendre toute l'histoire de la personne, justement, depuis son enfance ou tous les endroits où elle a vécu, voilà, au niveau professionnel aussi, toutes les expositions potentielles professionnelles, pour faire donc des quantités d'informations énormes, ce qui ne veut pas dire qu'après c'est facile à analyser, mais déjà au moins pour avoir les informations. Merci. On a une deuxième question donc à viser des cliniciens. Je pense encore Charlotte. Donc c'est Madame Guimont qui nous demande si vous connaissez des personnes qui sont concernées par un appel à candidature. Donc j'ai mis le lien sur le côté. Ça concerne une consultation publique sur les traitements luténile-lutérins et le risque de méningiome. Un appel à projet. Candidature, appel à contribution, je pense contribution. J'ai dit projet? Non, pardon. Oui, c'est contribution, je crois. Non, c'est appel à projet, c'est des formations professionnelles. Non, je suis pas au courant de ça. Je sais que tous ceux qui ont eu des traitements comme ça hormonaux assez forts pendant plusieurs années ont reçu un papier de l'ANSM expliquant qu'ils pouvaient réaliser une IRM cérébrale pour dépister les méningiomes. Mais je n'étais pas au courant de ça. Il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, je pense, sur l'incidence des méningiomes chez les personnes transgenres qui sont sous traitement hormonal. Oui. Alors, c'est aussi, ça pourrait, je pense, c'est ce qui motive ce genre d'initiative. Tout à fait. Ouais. D'accord, merci pour cette précision. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou il y a peut-être encore un point. Il y a peut-être un point qui est intéressant. Parce que dans les gliomes et les tumeurs cérébrales, il y a des études, mettons, entre hommes et femmes. D'accord ? Il y a des études qui sont sorties dans Cell Reports et dans des journaux même plus importants, qui montrent clairement que la signature, souvent transcriptomique, est très différente entre les gliomes hommes et femmes. Donc, il y a là un chemin à creuser parce que, évidemment, entre les hommes et les femmes, il y a des influences hormonales, il y a une imprégnation androgénique chez l'homme depuis son âge de 16 ans. Et puis, donc, il y a des différences là et c'est intéressant. Donc les gens peuvent aller voir. Il y a des articles là qui peuvent aller les voir. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Bon, en fait, je suis pas chercheur dans la santé, mais je travaille dans l'innovation dans l'industrie. Et je voulais savoir si, en fait, la recherche médicale en France, elle est connectée à l'écosystème des startups.
pour notamment pour utiliser par exemple les nouvelles technos que sont l'intelligence artificielle, machine learning, computer vision. Alors, il y a Macha qui, Ouais, 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 il y a Macha qui est en train de partir, qui fait ça, elle, dans son service de bioinformatique. d'accord. Le machine learning, l'intelligence artificielle, ça, c'est quelque chose qui développe. Oui, c'est Ah, ça a coupé. Ouais. Macha, on t'entend plus très bien. On n'entend plus. donc désolée, je vais devoir partir. Donc je vous dis au revoir. Merci beaucoup. À très vite. Et donc, ouais, merci Macha. À Oui, bientôt. donc il y a une connexion en fait, mais Voilà, oui, oui, ça, Il y a c'est peut-être clairement quelque chose qui est développé. il y a peut-être un truc que je peux préciser là. Vous avez vu dans le Guillaume de Bagrat, là, le projet donc on a européen. Et là-dedans, il y a machine learning, il y a intelligence artificielle au niveau des analyses d'images, donc chez le patient, et aussi intégration ensuite des données du transcriptome et du protéome. Donc, on est sur ces projets-là et il y a à Bordeaux, il y a des groupes qui travaillent dessus. Il y a Olivier Saut qui travaille dessus sur les glioblastomes et sur les gliomes. Il y a Rodolphe Thiebaud aussi, donc, qui fait plutôt la biostat, qui est impliqué et ils sont avec moi, ils sont impliqués dans ce projet. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle a un rôle important et ça va donc aussi grandir dans les années à venir. Maintenant, évidemment, pour les startups, pour l'instant, nous, on n'a pas fait des efforts à aller vers les startups sur cet aspect. Après, j'allais dire, Alvéole en fait partie, en fait. On a Oui. des startups qui sont intégrées directement dans les instituts de recherche. Oui, mais ce n'est pas exactement, disons, ce qu'ils demandent là, au niveau Non, intelligence Oui, oui, je je pense sais, que mais pour rebondir sur la question, la porosité entre le monde socio-économique des startups et le monde académique est faible en France oui. comparé à d'autres pays comme les États-Unis, comme Israël. Parfait. Et c'est extrêmement difficile quand on appartient au monde académique finalement, de pouvoir concrétiser des efforts avec des startups. Alors, il y a des initiatives qui sont financées, par exemple, par l'Agence nationale pour la recherche ou des choses comme ça, mais ça reste difficile, quoi. D'accord. C'est pas naturel, en fait. Oui, c'est ça, c'est pas naturel. Ouais. Il y a aussi un côté business au niveau des startups. Donc, je comprends effectivement que c'est un petit peu deux mondes, un petit peu séparés. Mais voilà, c'est séparé en France, culturellement, mais il y a d'autres pays où ça ne l'est pas. Oui, alors qu'il y a quand même un écosystème de startups en France qui est assez développé, ultra développé. Oui, qui est connu pour ça, quoi. Et j'avais une deuxième question. Même localement sur Bordeaux. Oui, pardon. Oui. Oui. Non, je te disais, localement sur Bordeaux, on travaille absolument pas les uns avec les autres. Tu vois, alors que je sais qu'il y a des... Ça peut être aussi dû. Ça peut être aussi dû au fait que beaucoup de gens qui fondent des startups viennent du monde des écoles d'ingénieurs et que le monde académique est principalement formé par les universités. Et encore une fois, c'est deux systèmes qui sont en compétition. Il y a une scission dès les études supérieures, tu as raison. Hein. Et ça aide pas, en fait. Oui. C'est dommage, parce qu'en termes de synergie, ça pourrait être intéressant. Et peut-être une dernière question, si on a le temps, dire moi en fait c'était. Moi j'ai lu les questions qui avaient été envoyées par email. Et... D'accord, il y en a d'autres parce que non, c'est bon, j'ai fait le tour. Oui, d'accord. Moi c'était au niveau de la formation. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en France pour attirer les jeunes chercheurs sur la recherche sur des thématiques comme ça? Qu'est-ce qui vous a fait venir sur des thématiques en fait de cette nature, parce que c'est quand même particulier, quoi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? C'est le hasard aussi. C'est un peu le hasard. On a une grande liberté, oui. Parce que c'est le hasard, parce que par exemple Tom, il vient chez moi et puis je lui dis tu travailles sur le glioblastome. Donc voilà. Donc c'est un petit peu
les choses qui Et se moi, j'accepte. font exactement. Voilà, et c'est un peu les hasards. C'est des occasions qui se présentent au final. C'est- On est biologiste cellulaire en fait à la plupart du temps, hein, à la base. Et puis ça se présente et on dit que c'est intéressant, il y a une niche, il y a quelque chose à faire là, et puis on y va, quoi. Et après, Des fois, au ça niveau des dépend. Hein. Moi, l'histoire que je vous ai racontée, c'est exactement l'histoire qui s'est passée. Hein. Je vois cette publi en 2006. Après, ouais. ma vie fait que je fais des enfants et que je les élève jusqu'à un certain âge. Et après, je me dis que je planifie pour l'avenir. Et il se passe ce moment où j'arrive dans ce labo où ils font la même chose. Enfin, ça peut se faire aussi dans ce sens-là. Après, ça existe aussi, quoi. Je pense qu'il y a un mouvement de fond aussi au niveau des thématiques en neuro-oncologie. On le voit en France. Au niveau des recrutements des jeunes chercheurs, il y a pas mal de thématiques neuro-oncologie qui sont développées. On avait vu l'an dernier Giorgio Ceano, qui était à Harvard, qui est italien, qui vient s'installer en France. Voilà, donc ça, c'est quand même des gros projets. Andreas, c'est aussi, il coordonne un des axes d'un projet qui s'appelle PAIR, PAIR, qui est vraiment qui met le doigt sur les problématiques de neuro-oncologie. Je pense qu'il y a une décision politique, il y a une décision des associations et il y a une envie aussi dans les scientifiques de mieux comprendre et mieux lutter voilà, contre cette pathologie. Parce que là, ce qu'il faut dire que, évidemment, la neuro-oncologie, au niveau du progrès thérapeutique, c'est encore, il y a un chemin à faire. Et donc maintenant, évidemment, si le glioblastome, le gliome cérébral sont plutôt rares par rapport à d'autres cancers, par rapport au sein, etc. Mais c'est quand même sur la sécurité sociale et les soins, ça a quand même un impact. Et donc, les pouvoirs publics, ils sont vraiment intéressés maintenant à mettre un petit peu plus d'efforts là-dessus. Parce que ça fait partie ça fait partie des cancers très agressifs. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont être touchées par ça ont très peu de chances. On voit les taux de survie en 5 ans, ils sont extrêmement faibles. Donc, c'est ça aussi qui touche, je pense, les gens. C'est le fait de la brutalité, en fait, de cette pathologie. C'est ça, mais aussi, c'est maintenant, parce que même si c'est une tumeur rare, le poids économique est quand même assez important. Oui. Il y a eu par rapport à ce que dit Andrea, je pense que le poids économique est plus important que le poids émotionnel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent et des sommes conséquentes, c'est très difficile d'attirer. Alors, Thomas a mentionné Giorgio. C'est typiquement le genre d'initiative. Alors, c'est une personne jeune, brillante, etc., qui vient renforcer. Mais il faut même anticiper plus en amont, c'est-à-dire même dans la formation. Et il n'y a pas nécessairement aujourd'hui d'initiative, que je sache, dédiée à motiver des jeunes talents, mais très très jeunes, pré-thèse quasi, à s'engager dans des carrières en neuro-onco, quoi. Enfin, et pas forcément d'un point de vue clinique. Hein. Oui. Ça, c'est probablement des questions qu'il faudrait aussi se poser. Comment motiver les plus jeunes, parce que la population de chercheurs est vieillissante. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de voir vous avez une force de frappe jeune importante à Bordeaux. Mais globalement, la population des chercheurs est vieillissante. Le recrutement des jeunes chercheurs se ralentit. Donc, immanquablement, d'ici quelques années, on risque d'épuiser le système. Et la loi de programmation de la recherche, je ne pense pas qu'elle puisse compenser pour ça. Donc, inciter les jeunes à rentrer dans ce type de thématique et leur donner les moyens de travailler, c'est, je pense, la première chose auquel il faut qu'on pense aujourd'hui. Ouais, mais je veux quand même garder bon espoir parce que tu vois des gens qui travaillent sur d'autres thématiques qui viennent en neuro-oncologie. Il y a aussi il y a pas mal de gens. Et le fait, c'est vrai, le fait aussi qu'on commence à faire pas mal de ponts entre les neurosciences et la neuro-oncologie, je ne sais pas si tu ressens ça, Eric, mais ça va peut-être accélérer, on va dire, l'envie de travailler sur cette thématique. Je ne sais pas, enfin, c'est peut-être un biais que je ressens, enfin, comment dire, c'est une fausse vision que j'ai parce que je travaille à Bordeaux. Mais je pense que ça change
Je pense que ça change maintenant. Maintenant, il y a encore quelques années, moi, j'avais proposé donc aux neurosciences, à l'époque aussi des projets et de faire des choses ensemble. Et ça n'a jamais pris à l'époque. Mais maintenant, étant donné que ça devient plus chaud et il y a des évidences qui deviennent de plus en plus fortes, Les Américains il s'y y sont a mis, une, je veux dire, il les y a Américains. qu'il y a un lien important entre les neurosciences et le gliome et le tumeur cérébrale. Évidemment, à ce moment-là, ils sont plus prêts à travailler, ce qui montre maintenant le neurocampus sur Bordeaux, qui réellement, il y a des interactions maintenant qui s'établissent. Maintenant, c'est vraiment parce qu'il y a une revue récente en 2019 disons, je crois, Adalpé, qui était premier auteur, qui justement, ils ont nommé les priorités en neuro-oncologie. Et dans les priorités, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a des priorités cliniques, etc. Mais il y a aussi 2 priorités fondamentales qu'ils ont annoncées très clairement, qui étaient le micro-environnement tumoral et l'interaction avec les neurosciences. Et donc, ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles, évidemment, il faut faire un forcing, etc. Et je pense que pour cela, aussi le père futur, il peut être un instrument, donc un instrument important à signifier cela. Voilà. Parfait. En tout cas, déjà, je voudrais vous remercier tous les intervenants parce que vraiment c'était très riche et vraiment moi en tant que candide, c'est ce que je précisais à Thomas, franchement c'était très compréhensible et vraiment ça donne envie et justement je pense que pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, il faudrait pousser la vidéo de la demi-journée des jeunes chercheurs parce que je pense que ça va leur donner envie d'aller vers ces thématiques. Mais je pense, je pense que ça peut aider en fait à faire un peu de pub et il y a différents programmes aussi actuellement. Mais j'ai bon espoir. De mon point de vue, j'ai bon espoir. L'idée, c'est après de communiquer justement avec les différentes, de découper la vidéo, différentes interventions et qui pourront être poussées à la fois côté des patients, mais aussi côté des jeunes. Je sais que certaines, pas pour ce matin, pour d'autres fois, certaines interventions qui sont filmées, il y a des profs aussi qui me disent « Oh, mais pour mes étudiants, ça peut être intéressant. » Donc, on peut aussi essayer de diffuser au maximum, en tout cas. De diffuser, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais voilà. Mais je pense que c'était… Voilà, on a fait une matinée riche. On a réussi, malgré le contexte. Oui, on a réussi. Merci Nathalie, Jean-Michel. Merci Nathalie. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment bien. Je pense que les gens commencent à partir petit à petit. Donc, il est temps, voilà. je pense, de boucler notre session de la fameuse année 2020 qu'on gardera dans les mémoires. Et de toute façon, on se donne rendez-vous en 21. On va commencer rapidement à voir ce qu'on pourrait faire, peut-être plutôt courant octobre, je pense aussi. 21, ça laissera un peu de temps que la situation sanitaire s'améliore, on l'espère. Super. Grand merci à tous. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. Alors, n'hésitez pas à contacter la RTC Bordeaux si vous avez des projets. Exactement. Et n'hésitez pas à poser les questions à travers les emails qui ont été laissés au travers des présentations. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Bon.